président de la République a reçu ce vendredi le chef du Parlement sénégalais. Moustapha Niasse effectue depuis mercredi une visite d'amitié et de travail en Côte d'Ivoire. La Banque ouest-africaine de développement octroie plusieurs milliards de francs CFA à la Côte d'Ivoire. Ce prêt va servir entre autres à financer le programme de travaux d'entretien routier jusqu'à la fin de l'année 2015. 6 juin 1944, 6 juin 2014, après 70 ans, les vétérans revivent les débarquements des Alliés en Normandie. La cérémonie commémorative de l'invasion a eu lieu en présence de plusieurs chefs d'État. Voilà pour les titres. Bonsoir et bienvenue dans ce 23h. En visite en Côte d'Ivoire, le président de l'Assemblée nationale, Moustapha Niasse, a été reçu aujourd'hui par le président de la République. La rencontre a eu lieu au palais présidentiel. On fait le point de cette audience avec Viviane Aime. Conduit au palais présidentiel par son homologue, le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Guillaume Kibafouri Soro, le président de l'Assemblée nationale du Sénégal, Moustapha Niasse, a reçu un accueil chaleureux du président de la République, Alassane Ouattara. Les deux hommes se connaissent de longue date et se vouent une estime réciproque. En visite officielle en Côte d'Ivoire à l'invitation de son homologue ivoirien, le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, le président de l'Assemblée nationale du Sénégal est venu accompagné d'une délégation de députés et hauts fonctionnaires de son cabinet. La rencontre avec le président de la République s'est déroulée dans une ambiance cordiale et fraternelle, car c'est une longue amitié qui unit la Côte d'Ivoire et le Sénégal. C'est au nom de cette amitié et au nom de sa contribution à sa consolidation que le président de l'Assemblée nationale du Sénégal, Moustapha Niasse, a été élevé par le président de la République à la plus haute distinction dans l'ordre du mérite ivoirien. Nous vous élevons à la dignité de Grand Croix de l'ordre du mérite ivoirien. Le président de l'Assemblée nationale du Sénégal a exprimé sa reconnaissance pour cette distinction qui honore, comme il le souligne, le gouvernement et le peuple sénégalais. Vous voyez cette décoration de très haut niveau qui vient de m'être attribuée et qui est attribuée en fait au peuple sénégalais à travers ma modeste personne en tant que président de l'Assemblée élue de la République du Sénégal, mais se prolonge aussi ce geste envers son Excellence M. le Président Macky Sall, président de la République du Sénégal, qui est son homologue et qui travaille en étroite osmose avec lui sur toutes les questions concernant l'Ouest africain, concernant d'abord nos deux pays, mais concernant le continent africain. Rien de grand ne se fait sans de grands hommes, avait dit le général de Gaulle, et ceux-ci au pluriel le sont pour l'avoir voulu. Et en fait, je dis encore une fois, en tant que représentant des députés de l'Assemblée nationale, dont certains m'accompagnent ici, un grand merci à son Excellence, M. le Président Alassane Ouattara. Un grand merci à son Excellence, M. le Président Guillaume Soro. Je crois que ce tandem et les équipes qui accompagnent ce tandem, avec M. le Premier ministre qui nous a reçus il y a 1 heure de temps, la Côte d'Ivoire a la chance de pouvoir espérer en des lendemains qui vont répondre aux attentes du peuple ivoirien grâce aux efforts, aux réflexions au pluriel, aux actes qui sont posés tous les jours par l'équipe qui est là. Au cours de cette visite officielle en Côte d'Ivoire, le président de l'Assemblée nationale du Sénégal et sa délégation de parlementaires sénégalais se sont entretenus avec leurs homologues ivoiriens des questions se rapportant au développement économique et social, à l'éducation et l'emploi des jeunes, à la protection des femmes et des enfants, au statut de la femme dans les sociétés ivoiriennes et sénégalaises.
Avant de rencontrer le chef de l'État, le président du Parlement sénégalais a échangé avec le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Je rappelle que Moustapha Niasse est depuis mercredi en Côte d'Ivoire dans le cadre d'une visite visant à renforcer la coopération entre le Parlement ivoirien et sénégalais, aussi à évaluer la mise en œuvre du protocole de partenariat établi depuis 2013. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a lancé aujourd'hui à Bingerville les travaux d'adduction en eau potable de la zone d'Abidjan Nord-Est. Cet acte du chef du gouvernement traduit la détermination des autorités à résoudre les difficultés d'approvisionnement en eau potable des populations. Alexis Ouedraogo. De l'eau potable et en abondance pour approvisionner les populations du nord-est d'Abidjan. Les quartiers d'Angré, de la Djibide et de Plateau des 7e et 8e tranches, de la Riviera Palmeraie, d'Abobo-Baoulé et de l'ouest de Bingerville devraient être impactés par ces travaux. C'est le chef du gouvernement qui a procédé ce vendredi aux côtés du ministre Patrick Hachi, ministre des Infrastructures, au coup de pioche, qui lance les travaux d'adduction en eau de cette zone à la grande joie des populations. Nous, on est contents, en tout cas, c'est bien. En tout cas, ça nous fait plaisir, quoi. Que Dieu permette que tout ce qu'il a dit là, il puisse faire ça pour nous. C'est une première. L'eau potable, mais c'est très bien. Le chef du gouvernement a réaffirmé la volonté de l'État à travailler avec rigueur et abnégation pour résorber le déficit en eau, non pas seulement à Abidjan, mais dans toutes les régions du pays. Par ces différents projets initiés depuis quelque temps, le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, homme de parole et d'action, tient à rassurer les populations quant à la prise en compte effective par le gouvernement de l'importance de l'eau dans leur quotidien. D'un montant de 10 milliards de francs CFA à hauteur de 5 milliards investis par la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, 4,4 milliards par le fonds de l'OPEP et 1,3 milliard par l'État de Côte d'Ivoire, ces travaux sont précurseurs de nombreuses autres réalisations. Nous serons la semaine prochaine à Yamoussoukro pour lancer un autre chantier d'alimentation en eau potable. Tous ces travaux d'Abidjan sont prévus pour s'achever d'ici la fin de l'année 2014. L'objectif du gouvernement se veut clair, ne plus compter d'ici 2016 de robinets à sec dans le pays. En bref et en images, après Bingerville, Daniel Kablan-Duncan a mis le cap sur Jacquesville. L'objectif était de visiter le chantier des travaux de construction du pont. 32 femmes ont été décorées récemment par la grande chancelière de l'Ordre national. Elles sont issues de plusieurs secteurs d'activité. Cette distinction est une façon pour Henriette Dagri-Diabaté de reconnaître les mérites de ces femmes. Au cours de la cérémonie tenue hier, 14 de ces femmes ont été élevées dans l'Ordre national et 18 autres dans l'Ordre du mérite ivoirien. Gabriel Zani. Elles sont au nombre de 32 femmes, des doyennes d'âge de 78 ans et plus, et celles issues de différents domaines d'activité dans les secteurs publics et privés ont été distinguées par la grande chancelière Henriette Dagri-Diabaté. Ces femmes qui ont fait la Côte d'Ivoire, comme Keïta Massara, épouse Lama Camara, elle a fait partie de celles qui ont marché sur la prison de Grand Bassam. Aujourd'hui, elles se sentent revivre. Elle est émue, elle est heureuse de la reconnaissance de la Côte d'Ivoire. C'est une fierté pour moi et à travers cette décoration, je dis grand merci au président de la République qui a bien voulu penser à nous. Même si depuis quelques années, la réhabilitation du rôle de la femme, la question du genre a intégré le discours social et politique, il n'en demeure pas moins que le chemin pour l'égalité entre hommes et femmes reste encore long. Madame la grande chancelière, recevez également de notre part nos sincères remerciements et toute notre gratitude pour ce grand honneur que vous nous faites. Ambiance bon enfant, retrouvailles entre la grande chancelière et sa camarade de classe, Lavri et Yembi Rebecca. La chancelière veut que l'on donne désormais une meilleure visibilité à la femme. En Afrique, 60% des familles sont dirigées par des femmes. Au surplus, des femmes qui sont seules. Nous devons donc saluer le courage et le sens de la responsabilité des mères africaines. Outre ces doyennes d'âge, le personnel féminin de la grande chancellerie a été récompensé. Ce qui a laissé le maître de cérémonie sans voix. Il attend patiemment la fête des pères célébrée le 15 juin.
Un nouveau conseil d'administration pour le LBTP, le laboratoire du bâtiment et des travaux publics. Il est présidé par Daniel Biti Kokora. Le nouveau conseil d'administration a été installé aujourd'hui par le ministre des Infrastructures économiques et inspecteur de l'État, Mahamadou Kone Douadelazer. Le laboratoire du bâtiment et des travaux publics, LBTP, a désormais un nouveau président du conseil d'administration. Il se nomme Daniel Biti Kokora, ancien président du conseil général de l'Anyebi Tiassa. Sa nomination répond à la volonté du gouvernement ivoirien de renouveler les conseils d'administration des structures étatiques. Occasion pour le ministre des Infrastructures économiques, Patrick Achi, d'inviter le nouveau conseil d'administration du LBTP au travail pour le bien-être des Ivoiriens. Daniel Biti Kokora remplace à ce poste Mme Eugénie Doyeré. Le conseil a renouvelé sa confiance au docteur Amédée Kwaku Kofi, qui conserve son poste de directeur général de la structure. Le laboratoire du bâtiment et des travaux publics est une structure de l'État qui a pour mission principale d'apporter son expertise au bureau d'études techniques en mettant à leur disposition des données relatives au sol d'assises pour la conception des routes, des ponts, aéroports, ports, voies ferroviaires et bâtiments. Parlons économie à présent. Un accord de prêt de plusieurs milliards de francs CFA a été signé aujourd'hui par la Côte d'Ivoire et la Banque ouest-africaine de développement. Ce prêt va servir au financement du programme de travaux d'entretien routier jusqu'à la fin de l'année 2015 et au projet d'aménagement de bitumage de la route Thiébissou-Didievi. Juliette Ouéa. La Banque ouest-africaine de développement va financer partiellement, au montant de 10 milliards de francs CFA, le projet d'aménagement et de bitumage de l'axe routier Thiébissou-Didievi. Ce prêt de la BOAD à l'État ivoirien s'étend sur une durée de 27 ans avec un taux d'intérêt de 2,8% l'an. Le projet d'aménagement et de bitumage de l'axe Thiébissou-Didievi va favoriser, entre autres, la redynamisation des échanges économiques entre les deux départements et avec les autres régions du pays. Cette opération, qui constitue la première du genre dans la sous-région et dans les interventions de la BOAD, répond bien aux préoccupations exprimées par notre institution dans le cadre de ses engagements dans le secteur routier. Avec la signature de cet accord de prêt, le montant total des engagements de la BOAD dans le secteur routier ivoirien se chiffre à plus de 100 milliards de francs CFA. Le pays se réjouit d'ailleurs de cette coopération. Le gouvernement ivoirien, conscient du rôle prépondérant de la route dans l'évolution de son économie, entend réhabiliter, développer et moderniser les infrastructures routières pour en faire un outil performant au service de son développement économique et social. La Côte d'Ivoire et la Banque ouest-africaine de développement entretiennent des relations dans divers domaines, notamment l'économie, l'industrie et l'agriculture. Les opportunités de financement du secteur privé agricole étaient au menu d'une rencontre initiée par le ministre de l'Agriculture et la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire. Les partenaires techniques et financiers ont présenté les mécanismes de ce financement qui existent à leur guichet. Tout ceci pour amener les entreprises privées et les organisations professionnelles agricoles à s'approprier ces mécanismes pour en tirer des bénéfices. Patrice Kwaku, Victorien Ngwa. L'atelier va permettre aux opérateurs privés du secteur agricole de prendre connaissance des mécanismes de financement. Des financements octroyés par la Société financière internationale SFI, l'Agence française de développement AFD, la Banque africaine de développement BAD et la Banque ouest-africaine de développement BOAD. Ces partenaires techniques et financiers ont présenté les mécanismes et les conditionnalités d'accès au financement. La rencontre a favorisé des échanges entre porteurs de projets et partenaires techniques et financiers. Cet atelier a permis aux porteurs de projets, que nous appelons couramment les promoteurs, n'est-ce pas, de se familiariser avec les instruments que nous avons en termes de mécanismes de financement de l'agriculture, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Nous avons vraiment l'espoir que cela permet non seulement de réduire le temps de décaissement, mais aussi d'influer largement sur les taux des intérêts bancaires là,
pour permettre justement de faire de l'agriculture en Côte d'Ivoire un secteur compétitif. Ce sont des interventions qui ont permis de mettre à disposition du secteur privé beaucoup d'instruments pour le financement de leurs activités. Évidemment, pour accéder au financement, il va falloir que les paysans, les petits producteurs s'organisent et se regroupent. Autrement, c'est plus compliqué et le rôle de l'État, c'est de les aider à se regrouper. Instruits, les investisseurs peuvent désormais monter des projets éligibles au financement. Dans le cadre de la mise en œuvre du Programme national d'investissement agricole PENIA, une contribution d'environ 60% des investissements est donc attendue du secteur privé. Le séminaire sur les enjeux géopolitiques et stratégiques en Afrique de l'Ouest a pris fin hier. C'est une initiative du ministère des Affaires étrangères. La rencontre visait à trouver des solutions face au phénomène du terrorisme, de la sécurité maritime et la criminalité transfrontalière dans l'espace ouest-africain. Gabriel Zani. Avec la montée en puissance du djihadisme dans le nord du Mali et du Nigeria, le terrorisme menace aujourd'hui l'Afrique de l'Ouest. Les risques d'enrôlement des jeunes dans des mouvements extrémistes se font de plus en plus grands à cause du chômage. Le nombre de jeunes sans emploi se compte par dizaines de millions dans cette région très convoitée par les groupes terroristes, selon Onicida. Des stratégies plus inclusives s'imposent donc aux pays de la sous-région pour faire face à ces menaces. La direction des analyses géopolitiques et stratégiques du ministère des Affaires étrangères a réuni au cours d'un séminaire des diplomates pour aborder la question. Ce séminaire porte sur les enjeux géopolitiques et stratégiques en Afrique de l'Ouest. L'objectif premier était de faire en sorte que les diplomates, qui sont des agents de l'État, puissent s'approprier cette nouvelle notion qu'est la géopolitique et la géostratégie. La gestion et la protection de l'espace ouest africain, la sécurité maritime et la criminalité transfrontalière, des questions aussi primordiales les unes que les autres ont été soulevées lors des réflexions. Une synergie d'action avec les pays européens serait bénéfique pour lutter contre ces phénomènes. C'est entre autres l'une des conclusions de ces 2 jours de travaux. La représentation de l'UNESCO en Côte d'Ivoire vient de traduire en 3 langues nationales la Déclaration universelle des droits de l'homme. Elle est désormais disponible en guéré, en baoulé et en dioula. Le bureau pays de l'UNESCO entend ainsi contribuer à la vulgarisation de ce document, mais surtout permettre à la population ivoirienne de s'approprier la notion universelle des droits de l'homme. Il est désormais possible de lire et de comprendre en langue nationale la Déclaration universelle des droits de l'homme. Pour l'heure, elle est disponible seulement en malinké, guéré et baoulé. Une initiative du bureau de l'UNESCO ici à Abidjan et ce par le truchement de la maison d'édition Edilis. Il faut codifier le maximum des langues, faire en sorte que tous les documents importants pour la Côte d'Ivoire, et non seulement ces documents que nous venons de traduire, mais aussi d'autres documents, la loi sur le foncier rural par exemple, sont des documents importants. Il serait bien que ces documents-là soient traduits dans les langues nationales. Le ministère en charge de la justice, des droits de l'homme et des libertés publiques salue l'initiative qui va contribuer, à l'en croire, à la vulgarisation et l'appropriation de la notion des droits de l'homme par la population rurale. C'est un grand pas en faveur donc du développement et de la promotion des droits de l'homme en Côte d'Ivoire, parce que à travers la possibilité de connaître les droits de l'homme par nos populations rurales, nous permettrons donc d'en assurer plus efficacement la protection. Le fait que nous ayons pu traduire en langue nationale les droits de l'homme indique bien que c'est de notre culture, les droits aussi. Le ministre Niénéman Koulibaly a également émis le souhait de voir dans l'avenir la promulgation d'un autre instrument qui porte en lui les spécificités conceptuelles africaines des droits humains, la Charte africaine des droits de l'homme. La direction des ressources humaines du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique a tenu les assises de la Commission nationale de mutation des personnels enseignants et d'encadrement. Selon la ministre Kandia Kamara, 8000 personnes viendront renforcer l'effectif des instituteurs pour la prochaine rentrée scolaire. F. Boué, Aboussanougou. 8000 nouveaux instituteurs seront disponibles pour la rentrée des classes 2014-2015. Ils viennent pour combler le déficit en instituteurs.
L'information a été donnée par le ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, Kandia Kamara. C'était au cours de la cérémonie d'ouverture des assises 2014 de la Commission nationale de mutation des personnels enseignants et d'encadrement, dénommée EXEAT. Le gouvernement de Côte d'Ivoire a pleinement conscience que l'amélioration des résultats scolaires passe par une allocation conséquente des ressources humaines. C'est ainsi que les effectifs enseignants du primaire vont s'enrichir d'une nouvelle fournée de 8000 nouveaux instituteurs qui sont actuellement en formation dans les CAFOP et qui seront mis en responsabilité de classe au titre de l'année scolaire 2014-2015. Une innovation, ces EXEAT 2014 se tiennent avant la période des vacances scolaires. C'est un challenge qui a été relevé conformément à la volonté de Madame le ministre de permettre aux agents qui seront mutés dans le cadre de ces EXEAT de disposer du temps nécessaire pour faire face aux contraintes et obligations qu'imposent ces mouvements. Ces nouvelles dispositions permettront à l'ensemble des personnels mutés d'être pleinement opérationnels dès la rentrée scolaire 2014-2015. Après la délibération de la commission de mutation, plus de 1200 agents vont changer de poste dès la rentrée prochaine. Venir à bout du problème de l'emploi et du chômage en Côte d'Ivoire en tenant compte des spécificités des régions et districts du pays, c'est ce qui a motivé récemment à Cocody la signature d'un accord cadre de collaboration entre le ministère de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle et l'Assemblée des régions et districts de Côte d'Ivoire. Un plan régional de fonds dédié au financement des initiatives des jeunes sera mis en place. Suivez ce reportage. 9,4% de la population active sont au chômage. Puis, 5,5 millions de jeunes souffrent aujourd'hui de l'inadéquation formation-emploi, selon le ministre de l'Emploi. Comment résorber le chômage? L'Assemblée des régions et districts de Côte d'Ivoire, ARDCI, s'implique dans la recherche de solutions. D'où la signature d'un accord cadre de collaboration avec le ministère en charge de l'Emploi. L'accord a pour objet de mettre en place au plan régional des fonds dédiés au financement des initiatives des jeunes, d'élaborer des stratégies spécifiques à la création d'emplois et au développement de la formation professionnelle en s'appuyant sur les caractéristiques socio-économiques des districts et des régions. Il va aussi permettre le transfert de compétences dans le domaine de l'emploi et de la formation professionnelle. Selon le ministre Dosto Moussa, cette signature d'accord cadre s'inscrit dans la politique de décentralisation menée par le chef de l'État. Sous l'impulsion du président de la République, la Côte d'Ivoire s'est engagée dans un processus de décentralisation en vue d'optimiser la participation des acteurs locaux au développement économique, social et politique. Parmi ces défis économiques figure en bonne place l'emploi des jeunes. Une jeunesse sans emploi est une bombe à retardement, dit-on. Pour donc désamorcer la bombe, la RDCI et le ministère d'État, ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle se disent déterminés à venir à bout du chômage en Côte d'Ivoire. Les technologies de l'information et de la communication constituent un vecteur de croissance. Selon l'UIT, l'Union internationale des télécommunications, 10% de pénétration du haut débit Internet engendre 1% de croissance. En Côte d'Ivoire, les investissements du public et du privé ces dernières années se chiffrent en centaines de milliards de francs CFA, faisant du pays l'un des plus attrayants en matière de TIC. Lansina Ouattara. DSI ou directeur des systèmes d'information, une fonction qui s'est imposée dans les organisations avec les différents changements, notamment avec l'introduction des technologies de l'information et de la communication. Aujourd'hui, partie prenante dans la croissance et la compétitivité de l'entreprise, les DSI en Côte d'Ivoire veulent apporter leur contribution à l'émergence. Un forum a été organisé par l'association Club DSI à Abidjan avec pour thème gouvernance TIC et accompagnement à l'émergence nationale. Les directeurs des systèmes d'information ont décidé d'être dans l'action et donc d'accompagner de façon très concrète le gouvernement dans ses actions pour atteindre l'émergence. C'est ainsi que nous pouvons
de façon claire de montrer que les TIC ont un apport essentiel dans l'agriculture par exemple, l'industrialisation des entreprises et également dans la modernisation de l'enseignement en Côte d'Ivoire. Si l'administration publique reste souvent à la traîne dans l'appropriation des technologies de l'information et de la communication, ce forum est une véritable opportunité d'échange. Ce forum est notre activité phare. Nous l'organisons une fois par an pour traiter des sujets dans le domaine des technologies de l'information et de la communication pour justement permettre à tous les directeurs des systèmes d'information en Côte d'Ivoire d'être au parfum des avancées technologiques dans le monde. Le forum a enregistré la participation de plusieurs entreprises du secteur des télécommunications et de l'informatique. Plusieurs ateliers et rencontres ont permis de faire des recommandations. Radio Côte d'Ivoire a une nouvelle identité. Cette identité est matérialisée par un nouveau visuel avec notamment un logo neuf. La direction marketing de la RTI entend ainsi véhiculer un message de renouveau et de dynamisme sur la première radio de Côte d'Ivoire. Le lancement de la campagne d'affichage a eu lieu hier jeudi 5 juin et c'était dans les locaux de Radio Côte d'Ivoire à Abidjan Plateau. Serge Koléa. Dans un souci de répondre aux besoins de ses publics cibles, la RTI, la radiodiffusion-télévision ivoirienne, à travers sa direction marketing, a entrepris depuis un an déjà de donner une image attrayante et beaucoup plus compétitive à ses marques de télévision et de radio. La nouvelle identité de Radio Côte d'Ivoire, dévoilée à l'occasion du lancement de la grille des programmes de cette chaîne pionnière en Côte d'Ivoire, s'inscrit dans cette dynamique. Jean-Luc Nyankouri, directeur marketing, a présenté le nouveau logo, symbole du renouveau de Radio Côte d'Ivoire. Deux couleurs prédominent dans ce logo, l'orange et le vert, les codes couleurs du drapeau national pour marquer l'appartenance territoriale de Radio Côte d'Ivoire. Un logo plein de vie avec un impact visuel tonique. La nouvelle identité visuelle de Radio Côte d'Ivoire, a dit le directeur marketing, vise aussi à donner un caractère sympathique et rassurant à cette radio. Et il faut noter également la rigueur et le sérieux dans le traitement de l'information qui transparaissent. Vêtus de ces nouveaux habits, Radio Côte d'Ivoire part ainsi à la conquête des publics et d'horizons nouveaux. Ce renouveau de Radio Côte d'Ivoire sera marqué par une grande campagne d'affichage à Abidjan et à l'intérieur du pays. 6 juin 1944, 6 juin 2014, il y a 70 ans, c'était le débarquement des Alliés en Normandie. 70 ans après, c'est à nouveau l'invasion ce vendredi sur les côtes de la région. 20 chefs d'État et de gouvernement, dont les présidents américains Barack Obama et russe Vladimir Poutine, se sont retrouvés sur les plages de la Normandie pour commémorer le 70e anniversaire du débarquement. Cérémonie anniversaire pour rendre hommage aux vétérans, mais également aux civils tués dans cette opération. 70 ans après, il a embarqué pour un voyage dans ses souvenirs. Direction les côtes françaises, les plages de Normandie, où Victor Walker a débarqué à l'aube du 6 juin 1944. Ce jour-là, la mer était mauvaise. On a perdu pas mal de camarades qui sont tombés par-dessus bord. J'ai failli tomber aussi. J'ai été déséquilibré, mais j'ai réussi à attraper quelque chose. Ceux avec qui j'étais, 6 au total, ont coulé à pic. L'opération Overlord prend les Allemands par surprise. Ils l'attendaient plus au nord. Malgré tout, ils résistent et pour les Alliés, les pertes sont lourdes. 4000 hommes sont tués au premier jour. Jim Martin est américain. Il fait partie de ceux qui avaient été parachutés quelques heures avant le déclenchement de l'opération. Une expérience qu'il n'a pas hésité à revivre à 93 ans. Magnifique. C'était différent ? C'est sûr. Cette fois, personne ne m'a tiré dessus. C'était beaucoup mieux. 150 000 hommes ont débarqué le jour J, en majorité des Américains, des Britanniques et des Canadiens. 70 ans après, ils ne sont plus que quelques milliers à pouvoir encore témoigner. C'est le 70e anniversaire. C'est encore plus émouvant que d'habitude et en même temps, c'est la même chose.
On pense toujours aux camarades qu'on a perdus ici et dans les environs. On apprécie le moment tout simplement. Il y a des larmes dans mes yeux, vous pouvez les voir. Elles sont toujours là, pour mes amis. Anonyme, officiel, l'hommage est unanime pour célébrer ceux qui ont changé le cours de l'histoire. Ainsi s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi et très bonne suite de programmes sur RTI1.